Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles internautes, merci d'être au rendez-vous de votre émission Droit de savoir. L'Afrique face à une escroquerie diplomatique, la France partant de l'Union européenne qui vient d'entériner un coup d'État militaire, mais aussi l'instauration d'une monarchie au Tchad sous le silence complice de la communauté internationale. Une situation qui risque de plonger l'Afrique dans un désordre politique. Ce cynisme qui consiste à créer le chaos en Afrique pour profiter de ses matières premières met à mal le respect des constitutions, des principes démocratiques, des droits et libertés fondamentaux des peuples africains. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui avec Monsieur Clément Mirassa qui est notre invité, l'invité de Droit de savoir. Bonjour Monsieur Clément Mirassa. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci d'accepter donc une fois de plus notre invitation. Alors, stabilité, puisque les Occidentaux parlent de stabilité et ils insistent sur ce mot, sur ce terme, sur ce concept stabilité, quel que soit ce que cela peut coûter aux peuples africains. Vous, en votre qualité de personnalité politique, qu'en pensez-vous? Merci bien pour cette question, Monsieur Christian Perrin. Je crois qu'il faut bien situer le contexte de l'Afrique, notamment de l'Afrique francophone, dans une situation que nous connaissons bien. En fait, nous sommes à une époque, et le Tchad, à mon avis, puisque vous faites référence à cette situation, le Tchad fait partie des pays où il y a eu le débat sur le changement ou non de constitution. C'est la même chose qu'au Congo-Brazzaville. Et nous, je suis de ceux qui ont défendu la thèse qu'il fallait limiter le nombre de mandats et qu'il n'y avait personne de remplaçable, d'irremplaçable, que toute personne humaine pouvait être remplacée. La preuve aujourd'hui, au Tchad, on a changé la constitution pour que le président de l'hybride plusieurs mandats et malheureusement, avec ce qui s'est passé, vous voyez bien qu'on a déjà désigné un homme pour le remplacer. Donc, il n'y a personne d'irremplaçable. Maintenant, en ce qui concerne le thème de stabilité, moi, je préfère me référer un peu quand je vois ce qui se passe au Congo, ce qui se passe dans la région, ce qui se passe en Afrique. Je préfère me référer à la déclaration de Barack Obama. Il ne faut pas des hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Malheureusement, l'exemple que nous venons de vivre au Tchad montre que nous n'avons pas d'institutions fortes. Parce que j'ai suivi ce qui se passe depuis la mort du maréchal du Tchad. J'ai suivi plusieurs déclarations et celle qui m'a le plus surpris, c'est d'apprendre que dès sa mort, la Constitution a été suspendue, que le gouvernement a été dissous, l'Assemblée a été dissoute, et on nous a dit qu'en réalité, le comité militaire de transition s'est retrouvé avec le président de l'Assemblée qui a estimé que pour des raisons sécuritaires, il ne pouvait pas assurer la transition. Mais la constitution du Tchad, telle qu'elle existait jusqu'à quelques jours, jusqu'à ce qu'il y ait cette charte était claire. En cas d'empêchement définitif ou du décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer une période de transition pour qu'au bout d'une période, je crois, de près allant de 45 à 90 jours, on organise une élection. Et en cas d'empêchement ou d'indisponibilité du président de l'Assemblée, c'est le premier vice-président de l'Assemblée qui devrait jouer ce rôle. Alors, je suis surpris que l'on pense que si c'est le président de l'Assemblée ou le premier vice-président de l'Assemblée qui assure cette transition, que la notion de stabilité serait remise en cause. D'autant que dans le cas du Tchad, le Congo a connu un peu ça avec le comité militaire du parti. On suspend la constitution, les attributions du comité militaire de transition, on ne sait pas où est-ce qu'elles ont été définies. Et lorsqu'on approfondit l'analyse, il se pose déjà le problème de la légitimité du comité militaire du parti. Mais ensuite, lorsqu'on approfondit l'analyse, on découvre qu'il y a un certain nombre de choses. Oui, Monsieur Mirassa, pendant que vous faites état, évidemment, de ce comité ou de ce conseil militaire de la transition, avec la vitesse dans laquelle a été installé ce conseil, est-ce qu'on peut penser que finalement la version qu'on nous a donnée du maréchal du Tchad qui serait
tués au combat par des rebelles ne pose vraiment pas problème. Comment se fait-il que les choses se sont préparées, mais pratiquement en une nuit? Quelle que soit la version qu'on aura donnée à la mort du maréchal, il s'agit bien d'un coup d'État institutionnel, puisqu'on a refusé et on a dissous la Constitution. À partir du moment où on est sorti du cadre constitutionnel pour être dans un cadre extra-constitutionnel, nous sommes bien dans un coup d'État. Quelle que soit la manière dont le général aura été tué, il s'agit bien de cela. Si nous étions dans une véritable, excusez-moi l'expression, si nous étions dans une véritable démocratie où l'on accorde de l'importance au respect des textes, il ne se pose aucun problème. Parce que les forces, parce que c'est comme ça qu'on appelle au Tchad, les forces de défense et de sécurité ont bien de tout temps la mission de défendre l'intégrité du territoire et elles sont soumises aux lois et règlements de la République. Mais il n'y a pas une loi qui soit au-dessus de la Constitution. À partir du moment où le premier acte posé, c'est de faire dissoudre la Constitution, il s'agit bien d'un coup d'État institutionnel. La question qui s'impose également, c'est que, puisque vous avez parlé de la Constitution, au cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim, et là, on veut nous faire comprendre que finalement, il faut un soldat. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que ailleurs, sous d'autres cieux, nous avons des civils à la tête des États, la France, les États-Unis, on peut citer comme ça l'Allemagne. Pourquoi est-ce que dans le cas de l'Afrique, on veut nous faire comprendre qu'il faut un soldat à la tête? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas s'entourer évidemment de ces techniciens de la sécurité ou de la défense? Monsieur Christian Perrin, je vais vous faire un petit rappel en ce qui concerne le Tchad. Et je crois que nous suivons la situation au Tchad. Je tiens à rappeler à ce propos que le président François Tombalbaye a été assassiné à l'issue d'un coup d'État en 1975. Donc, il ne s'agit pas d'une première, c'est pas inédit. C'est la deuxième fois qu'un chef d'État tchadien trouve la mort. Celui-là, je pense que selon certaines versions, il a trouvé la mort au combat, mais c'est la deuxième fois. Et moi, j'ai essayé de suivre un certain nombre d'extraits du président Idriss Déby. Il a dit quelque chose qui a fortement retenu mon attention. Il a dit que lorsque le président Tombalbaye était président, et lorsqu'il s'est agi de l'exploitation pétrolière, le président Tombalbaye avait choisi de confier l'exploitation pétrolière au Tchad à un groupe américain. Et le président Tombalbaye lui-même a dit le jour de la signature de cet accord qu'il signait là son arrêt de mort. Donc, il le savait bien. Maintenant, quand on regarde la suite, des événements, Monsieur Christian Perrin, nous savons que c'est le général Maloum qui est arrivé au pouvoir. Après le général Maloum, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est rentré dans la phase de la rébellion. C'est le président Goukouni Wedei qui a pris le pouvoir à la faveur d'une rébellion. Après le président Goukouni Wedei, c'est le président Hissène Habré qui a pris le pouvoir à la faveur d'une rébellion. Et en 1990, c'est le président Idriss Déby qui a pris le pouvoir en faveur d'une rébellion. Et le président Déby, c'est celui qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Et je crois qu'il faut s'interroger maintenant sur la question que vous posez. Moi, je pense que les forces de défense et de sécurité du Tchad n'ont pas besoin d'être à la tête du pays, d'occuper la présidence de la République, parce que la Constitution est claire pour assurer l'intégrité et la stabilité de ce pays. Je crois qu'il faut louer les efforts de l'armée tchadienne en ce qui concerne surtout le rôle que l'armée tchadienne joue dans cette région, notamment au Sahel. L'armée tchadienne est réputée pour être une des armées les plus fortes, notamment en Afrique centrale. Est-ce que cette force est due au fait que le président de la République est président de la République, ou bien c'est la formation, c'est un certain nombre d'équipements et une certaine attention? Je pense, et je dois vous le dire, au Congo, je suis président du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et de l'alternance démocratique. Donc, les aspects qui touchent à la Constitution, j'y tiens beaucoup. Ceux qu'on appelle les rebelles, c'est en réalité quoi, Monsieur Christian Perrin? Mais ceux qu'on appelle les rebelles, ce sont des Tchadiens. Et s'ils sont des rebelles, je crois qu'ils manifestent le désir ardent
de rentrer dans leur pays, d'apporter leur contribution pour le développement de ce pays. Et j'ai fait allusion un peu à ce qui se passe au Congo parce que je le regrette amèrement lorsqu'on suit la situation politique au Tchad. Mais on se rend compte que les acteurs politiques, ceux de la société civile, voire même de l'Église, se sont battus ces derniers temps pour demander au président Déby d'organiser un dialogue national inclusif. Et moi, je me rends compte maintenant que l'un des reproches qui peut être fait au président Idriss Déby, c'est de n'avoir pas accédé à la demande des forces vives et des forces politiques du pays d'aller à ce dialogue. Peut-être que ça aurait pu épargner et le président Déby et le Tchad d'un certain nombre de situations dramatiques. Alors, Monsieur Mirassa, l'organisation de l'Union africaine, OUA, vous vous souvenez, est devenue donc en 2002 l'Union africaine. Dans son acte constitutif, disposait la condamnation et le refus catégorique, j'insiste là-dessus, le refus catégorique de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Or là, nous venons de suivre, donc nous avons tous suivi le discours, je l'ai rappelé d'ailleurs d'entrée de jeu, de Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, qui malheureusement a semblé entériner le totalitarisme. Quel avenir pour l'Union africaine, sinon pour les pays d'Afrique? Les principes au niveau de l'Union africaine sont connus. Quand on revient au plan africain, notamment à ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest il n'y a pas longtemps, nous tous, nous savons quelle a été l'attitude de l'Union africaine lorsqu'il s'est agi de la situation, sinon du Conseil militaire au Mali. La réaction était forte et l'Union africaine a plaidé pour que l'on cède le pouvoir à des civils. Et vous avez bien vu que le Conseil militaire de transition au Mali a reculé et a pris un certain nombre de dispositions, notamment dans la désignation d'un président de la République au Mali, qui certes est militaire mais retraité, donc qui peut être considéré d'une certaine manière, et de la nomination d'un premier ministre qui alors là est civil. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent du silence observé par l'Union africaine sur la situation au niveau du Tchad. Les gens pensent même que l'Union africaine aurait dû dénoncer ce coup de force. Mais très rapidement, comme vous l'avez dit dans votre première question, essayant de se pencher sur la notion de stabilité, comme s'il y avait que les militaires qui pouvaient assurer la stabilité. Mais vous avez aussi su le dire, en France, aux États-Unis, dans les autres pays dits démocratiques, il y a bien la stabilité, mais ce n'est pas les militaires qui sont à la tête du pays. Et les militaires savent bien quel est leur rôle dans la défense de l'intégrité du territoire et dans la défense de la sécurité du pays. Donc, à mon avis, il y a réellement un problème. Et vous savez, quand vous suivez les analyses qui ont été faites, j'ai suivi l'intervention d'un journaliste français, je n'ai pas retenu son nom, qui a dit clairement que c'est la France qui avait amené le président Hissène Habré au pouvoir, que c'est la France qui a décidé, et il a bien cité nommément le président François Mitterrand, qui avait envoyé le général de Varette pour signifier au président Hissène Habré qu'il n'avait plus son soutien et qu'il fallait qu'il se retire au Sénégal, et qu'en ce moment-là, c'est en ce moment-là que la France a favorisé l'arrivée au pouvoir du président Déby. Donc, il y a tout un contexte, à mon avis, parce qu'en France, les voix s'élèvent, et nous tous, nous le savons, pour essayer de critiquer cette France-Afrique. Et le souhait de tout le monde, c'est de mettre fin à la France-Afrique et d'aller vers un système de coopération qui ferait que et les pays africains et les pays occidentaux, notamment la France, aillent vers un système de coopération gagnant-gagnant. Et vous avez suivi la phrase que j'ai considérée extrêmement forte du président Macron. Le président Macron a dit ceci: la France ne laissera jamais personne, ni aujourd'hui, ni demain, remettre en cause la stabilité du Tchad. C'est une phrase qui en dit long. C'est certainement la manifestation d'une très bonne relation d'amitié, mais il faut que cette très bonne relation d'amitié tienne compte des aspirations du peuple tchadien. Monsieur Mirassa, vous avez dit une expression de très bonne amitié. N'est-ce pas là une domination, non? J'ai préféré parler de très bonne amitié parce que je ne voulais pas aller dans ce sens. Parce que pour moi,
l'aspiration du peuple tchadien et l'aspiration des peuples africains, c'est aller vers leur souveraineté, vers leur indépendance réelle. Nous nous rendons compte que nous n'en sommes pas. Nous n'en sommes pas. Et nous n'en sommes pas parce que, en réalité, nos gouvernements ont signé avec la France un certain nombre d'accords qui les lient. Je pensais que ces accords étaient signés sur la base d'une amitié qui peut être excellente et que cette amitié devait tenir compte des aspirations du peuple tchadien, du peuple congolais et des autres. C'est pour ça, et c'est pour ça que lorsque je vois la cérémonie, j'ai pu suivre la cérémonie en totalité des obsèques du président Déby, lorsque je vois que les présidents qui ont été présents ont pratiquement apporté leur aval, puisque même le président de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi, a parlé de l'accompagnement du comité militaire. Du conseil militaire du de parti. la transition. Vous avez rappelé tout à l'heure la déclaration, c'est-à-dire un extrait, une phrase extraite de la déclaration, sinon du discours d'Emmanuel Macron. Alors, moi, je veux savoir qui s'adresse réellement Emmanuel Macron lorsqu'il dit ne laissera ni aujourd'hui ni demain. Quand on voit le contexte du Tchad, la réponse, pour moi, elle est simple. Il y a les rebelles qui veulent marcher sur N'Djamena, comme un avertissement fait aux rebelles. Les rebelles ont dit également qu'ils n'étaient pas, et qu'ils n'acceptaient pas, les rebelles ne partageaient pas cette idée de comité militaire. Ensuite, les forces politiques à l'intérieur du pays, la société civile également, ne partageaient pas. Donc, le président Macron s'est bien rendu compte qu'il y a un certain nombre de défis, non seulement pour le Tchad, mais pour la sous-région. Parce que n'oubliez pas que le Tchad est une armée puissante au sein du G5 Sahel et qu'il est bon que le Tchad puisse être en mesure d'assurer les aspects non seulement de lutte contre le terrorisme dans la sous-région, mais en plus qu'il assure les problèmes intérieurs au pays. Parce qu'après la mort du président Déby, on s'est bien rendu compte qu'il y a des problèmes intérieurs. Vous savez, j'ai été frappé par la déclaration d'un Français qui a dit que, en fait, les Français avaient choisi une vision clanique de la gestion du pouvoir en s'appuyant sur les Agawa qui représentent une infime minorité de la population tchadienne, parce qu'en retour, le pouvoir tchadien aurait besoin de la sécurité du côté français. Donc, il y a eu comme un appel de ce point de vue. Et ensuite, vous avez suivi un autre commentaire, les 15 généraux dont il est question, ce sont des très proches collaborateurs du président Déby. Ça aussi, nous l'avons noté. Nous avons également noté un certain nombre de réactions, surtout à l'intérieur du Tchad, qui condamnait la volonté de pérennisation dynastique du pouvoir. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui font que le Tchad est à la croisée des chemins. Et il faut, en ce qui me concerne, il faut, à mon avis, œuvrer pour qu'il y ait une véritable réconciliation nationale, pour qu'il y ait un véritable dialogue et que les Tchadiens puissent décider de leur avenir. Parce que je peux vous poser une question, monsieur Christian Perrin. Qu'est-ce qui a permis de décider la durée de la transition à 18 mois? Si c'était comme dans notre pays, le Congo, qu'est-ce qui déterminerait la durée de 18 mois? Parce que si on décide d'une transition de 18 mois, ça veut dire qu'il faut que nous relevons tous les défis qui doivent nous permettre d'aller à une élection libre, démocratique et transparente. Lorsque je suis le président du comité militaire de la transition, pourquoi 18 mois pour le transfert du pouvoir à un civil, alors que le pouvoir aurait pu être assuré par un civil avec l'intérim qui pouvait être assuré par le président de l'Assemblée nationale ou par le premier vice-président de l'Assemblée? Pourquoi dans ce cas précis, on attendrait 18 mois? Ça donne le sentiment comme s'il y avait un scénario qui pouvait être préparé. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que les Africains deviennent matures. Il faut que les Africains décident du choix de leurs dirigeants. Parce qu'il y a une chose qui a été souvent remarquée en ce qui concerne notre sous-région Afrique centrale. Ce qui a été remarqué, mais ça c'était bien avant la mort du président Déby, c'était que l'Afrique centrale, c'était la région où les présidents mettaient le plus de temps, avaient la plus longue longévité au pouvoir.
et où malheureusement les populations croupissaient dans une misère indescriptible. Donc il y a tous ces défis, à mon avis, qu'il faut relever, et j'ose espérer qu'après la mort du président Déby, pas que je souhaitais la mort du président Déby, mais j'ose espérer qu'après la mort du président Déby, tous ces défis devraient être pris en ligne de compte. Mais le président Macron a parlé. Mais que faites-vous des voix qui se sont élevées à l'intérieur du pays? L'Église s'est exprimée, les acteurs politiques se sont exprimés, la société civile s'est exprimée, les rebelles aussi se sont exprimés. Encore que on entend dire ici et là qu'au Tchad, ce n'est pas la seule rébellion. Il y a beaucoup de mouvements de rébellion. Celui-là est venu de la Libye, mais on a eu à d'autres époques des rébellions qui venaient du Soudan. Donc, il est souhaitable, à mon avis, d'aller, c'est vrai, il faut reconnaître avec le président Macron, que le Tchad occupe une véritable position stratégique, mais il faut aller vers le règlement de la situation du Tchad en faisant que les Tchad assument le destin de leur peuple. C'est là le vrai problème. La question qui va suivre, c'est de savoir est-ce que un régime démocratique au Tchad arrangerait les intérêts français, parce qu'il faut dire aussi les choses ouvertement et telles qu'elles se présentent. Je pense en ce qui me concerne, Monsieur Christian Perrin, je parlais d'excellentes relations d'amitié, je suppose. Mais il faut que nous, les Africains, nous évoluions vers un système de coopération avec les Occidentaux, un système de coopération gagnant-gagnant. Et il n'y a pas que les intérêts des Français qu'il faut sauvegarder. Il faut sauvegarder également les intérêts des Tchadiens. Il faut que les pouvoirs africains, notamment le pouvoir tchadien, je dirais la même chose pour le pouvoir congolais, que nous œuvrons pour que les Congolais vivent dans des meilleures conditions, que ce que l'on connaît maintenant, cette misère, puisse disparaître, que ce chômage, non, il y a toute une situation et il faut que nous sortons de cette vision d'éternel assisté. N'oubliez pas, Monsieur Christian Perrin, qu'il y a beaucoup de débats qui sont lancés, mais ces débats, il faut les finaliser. Je vous prends un débat, par exemple, comme le franc CFA, mais c'est un débat qu'il ne faut pas oublier. C'est un débat qui est sur la table de nos dirigeants et il faut qu'on y aille. Et vous savez bien que la monnaie, c'est un important outil de souveraineté nationale. Je ne sais pas dans quel sens on irait tout en sauvegardant les intérêts des uns des autres. Mais il faut bien que nous abordons, en tant qu'Africains, ces véritables problèmes. J'ai bien apprécié le message du président Alpha Condé, même si je ne suis pas en harmonie avec lui pour avoir brigué un troisième mandat et avoir changé la Constitution. Mais dans le message du président Alpha Condé, il a beaucoup insisté et il a interpellé les Africains pour que nous allions vers une Afrique forte, une Afrique véritablement indépendante et une Afrique qui s'assume. C'est comme ça que j'ai compris son message. Et quand je parle de l'Afrique, le Tchad y compris, le Congo y compris, la RCA y compris, et un certain nombre de choses. Oui, Monsieur Mirassa, oui, malheureusement, ça reste là des discours, et ces discours, on les a entendus, même chez nous au Congo, il y a des très beaux discours, hein, on les entend tous les jours. Le problème, c'est la pratique, c'est que sur le terrain, c'est tout le contraire que l'on constate. Mais encore, la France peut encore agir ainsi parce qu'elle voudrait protéger ses intérêts. C'est tout normal, hein. Les États n'ont pas d'amis, seuls les intérêts comptent. Mais ce qui est surprenant, c'est plutôt l'attitude de l'Union africaine qui vient par exemple là entériner désormais les coups d'État et probablement l'instauration des monarchies en Afrique. Est-ce qu'on peut parler d'une complaisance ou bien de la faiblesse de cette institution en prenant de telles postures? Moi, je réagirais en disant que je dénonce l'attitude de l'Union africaine. Je devrais même être plus sévère avec l'Union africaine. Parce que si nous commençons au niveau de l'Union africaine à ne pas être capables de respecter et nos propres principes et nos propres textes, alors où allons-nous? Donc, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Ce que l'on a exigé du Mali, il faut qu'on soit capable de l'exiger au Tchad. Il n'y a pas de raison qu'on ait eu des exigences vis-à-vis du Mali et qu'au Tchad, on rabaisse les... Non, je crois qu'il faut que les voix s'élèvent pour dénoncer cette attitude de l'Union africaine, pour interpeller l'Union africaine et pour que cette Union africaine agisse dans l'intérêt de la défense des Africains, des Congolais, des Tchadiens et des autres. Quelle leçon peut-on tirer donc de ce qui se passe au Tchad? Je pense que ce qui se passe au Tchad doit amener les Africains
à bien réfléchir. Il faut que les Africains assument leur destin. Il faut que les Africains assument leur destin. Il faut que nous sortons de ces notions d'aide, de ces notions, etc. Vous regardez même comment on traite le problème de la dette, comment on fait un certain nombre de choses. Malheureusement, nous-mêmes, nous sommes responsables parce que nous nous sommes enfoncés dans une très, très mauvaise gouvernance. La lutte contre la corruption, la gestion clanique. Vous voyez au Tchad, je suis choqué d'apprendre qu'il y a les Zagawa, il y a les Boran, et quand vous avez vu sur les réseaux sociaux, les principaux postes stratégiques sont occupés par les Zagawa. C'est des notions qui doivent être écartées et nous devons sortir de ce monde-là pour que nous allions vers une véritable unité nationale. Ce n'est pas cette gestion clanique qui nous fera avancer et qui nous fera progresser. Donc, de mon point de vue, les Africains ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, je suis frappé, je suis choqué quand j'entends des Français dire c'est la France qui a fait venir le président Hissène Habré, c'est la France qui a décidé qu'il parte. Il faut que les mentalités changent en Afrique. Il faut que les gouvernants, les gouvernements, etc., que nous assumons et que nous gérons nos matières d'une manière équitable et qu'il fasse que nous ayons un certain jeu équitable à un certain niveau. Mais aussi longtemps que nous serons dans la posture actuelle, je crois que nous n'avancerons pas. Et vous avez posé la question tout à l'heure. En réalité, Raymond Dumont avait parlé de l'Afrique qui est mal partie. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en véritable reculade. Et c'est très dangereux. 60 ans après les indépendances, on ne devrait plus connaître les situations que nous connaissons maintenant. Au plan de la santé, au plan de l'éducation, au plan des routes, tant nous avons des richesses. Au Congo, nous avons bien vu que pendant une bonne période de près de 10 ans, nous avons bien engrangé près de 14 000 milliards de francs CFA. Mais c'est une somme astronomique, une grosse somme qui aurait pu permettre la réalisation d'un certain nombre de choses. Donc, il faut que nous-mêmes, du point de vue de notre mentalité, du point de vue de nos cultures, de notre culture, nous soyons préparés à penser avant tout Congo et à privilégier l'intérêt général du Congo avant nos intérêts particuliers. Monsieur Mirassa, je vous ai entendu dire, vous avez été offusqué de savoir que c'est la France qui a mené tel ou tel autre président au Tchad. Ce que vous n'avez peut-être pas aussi dit, c'est la même France qui a mené Denis Sassou Nguesso au Congo en 1997. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le constat est tel que Denis Sassou Nguesso organise les mascarades de l'élection et on vous voit toujours en train de contester tout le temps. Et là, nous apprenons que vous venez de faire un recours à la Cour constitutionnelle du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que vous contestez et pour quel intérêt dans un système où vous savez évidemment, vous connaissez d'emblée l'issue de votre recours? Non, je vais préciser les choses. J'ai introduit un recours en juillet 2020 sur un problème simple. C'est l'illégalité de l'élection du président Denis Sassou Nguesso, président de la République, comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait, le président du Parti congolais du travail. Pour une raison simple. L'alinéa 2 de l'article 80 de notre Constitution dit clairement que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Ce recours, je l'ai introduit. Je crois que j'ai donné à la Cour constitutionnelle les moyens qui soutenaient mon argumentation et je crois vous avoir déjà dit que j'avais été fortement déçu. Que sur une question de constitutionnalité, que la Cour constitutionnelle du Congo se soit prononcée et s'est déclarée incompétente de se prononcer sur cette question. Mais lorsqu'elle s'est déclarée incompétente, elle a choisi également de transmettre la décision qu'elle avait prise au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre de la Justice. Donc, toutes les autorités congolaises sont bien informées de ce que nous n'avons cessé de rabâcher depuis quelque temps. Par rapport à cet article-là, nous avons dit le président Denis Sassou Nguesso est en violation flagrante de la Constitution et que le PCP qui a violé la Constitution
n'est pas conforme à la loi. Et nous n'avons cessé de répéter que par rapport à la loi sur les partis politiques, notamment l'article 31 de cette loi, le Parti congolais du travail devait être sanctionné. Maintenant, ce que nous avons introduit, c'est pas le recours, c'est Clément Mirassa qui l'a introduit, mais ce que nous avons introduit cette fois-ci, c'est une lettre ouverte d'interpellation à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Et nous avons introduit cette lettre avant la prestation de serment. En fait, pour faire constater, pour porter à la connaissance de la Cour constitutionnelle quelque chose qu'elle-même elle connaît, c'est-à-dire que le président Sassou est en situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Et nous avons relevé dans notre lettre d'interpellation que le président Sassou n'a pas respecté la Constitution, qu'il n'a pas fait respecter la Constitution, qu'il n'a pas garanti la justice à tous, et ensuite, il n'a pas rempli loyalement les missions que la nation et le peuple congolais lui ont confiées. Mais ce que je vous dirais, c'est que après avoir transmis cette lettre au président, à monsieur le président de la Cour constitutionnelle, une fois la prestation de serment faite, nous avons décidé et nous avons transmis ce courrier pratiquement à toutes les institutions de la République, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le Sénat, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, le premier président de la Cour suprême, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, nous avons tenu à ce que officiellement ils aient cette information et nous avons souhaité et nous leur avons prié d'accorder toute l'attention nécessaire à ce problème que nous jugeons à la fois être grave et préoccupant parce que le président de la République est dans une situation délicate, nous disons bien délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Donc voilà. Oui, voilà pourquoi ma question est de savoir qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce régime que vous connaissez déjà assez bien dans sa façon de faire. En fait, c'est là ma question. Nous avons toujours été clairs. Nous avons toujours dit, lorsque nous lui avons adressé le 29 janvier une lettre ouverte d'interpellation, parce que nous en avons déjà adressé également au président de la République, nous avons souhaité déjà à l'époque un certain nombre de choses, parmi lesquelles nous souhaitons qu'il ne ménage aucun effort pour arrêter ce que nous considérons comme un coup d'État, un coup de force électorale. C'est ce que nous avons fait. Et l'autre aspect, nous avons souhaité que l'on prenne les dispositions pour qu'on aille à un dialogue national inclusif, pour que toutes ces questions soient réglées. Parce que, M. Perrin, quelle est la situation dans laquelle le Congo se trouve présentement? On peut se dire que ce n'est pas la peine d'y accorder de l'importance. Le président de la République, s'il est en situation d'incompatibilité constitutionnelle, ça veut dire qu'on lui fait un certain nombre de reproches dans le non-respect de la Constitution. Mais aujourd'hui, malgré ça, il a prêté serment, mais le serment qu'il a prêté, c'est de faire respecter la Constitution et il a pris un certain nombre d'engagements. Comment ces engagements-là seront pris si le président continue à être dans cette situation? Le Congo est dans une situation extrêmement difficile. En ce dialogue, je vous comprends très bien, vous êtes un homme politique, mais d'entrée de jeu, vous avez tenté de faire la similitude entre le régime Déby et le régime Denis Sassou Nguesso. Je crois que en faisant ces similitudes, vous avez aussi pris en compte que finalement au Congo nous avons donc le même régime que celui qu'a dirigé Idriss Déby. Est-ce que vous n'avez pas compris par là que ce sont des régimes, on a beau crier sur les toits, appelant à un dialogue, et ce dialogue n'arrivera jamais. Vous l'avez même rappelé que au niveau du Tchad, la société civile, les opposants, les rebelles ont toujours demandé un dialogue et Idriss Déby n'a voulu rien savoir. Ils ont demandé des élections transparentes, justes et équitables, tout ce qu'on peut dire autour. Idriss Déby n'a jamais voulu
rien savoir. Mais curieusement, là, vous continuez à demander un dialogue à quelqu'un, sinon à un régime qui ne vous accordera jamais ce dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là? Vous qui connaissez déjà ce régime, vous pensez qu'on y arrivera? Lorsqu'on se réfère justement à la situation du Tchad et lorsqu'on se réfère au soutien que le président Emmanuel Macron a apporté au comité militaire de la transition, le président Macron a ajouté ceci. Il a appelé le comité militaire de la transition à promouvoir la stabilité, l'inclusion, le dialogue et la transition démocratique. Vous voyez que même le président Emmanuel Macron, après ce qui s'est passé au Tchad, recommande au comité militaire de la transition, mais d'œuvrer pour le dialogue. Il faut une réconciliation. Moi, ce que je regrette dans le cas du Tchad, c'est que ce concept de dialogue soit relancé après ce drame. Parce que le président Déby aurait pu déjà avoir ce dialogue inclusif. Et ce dialogue n'aurait pas permis, non. Mais Monsieur Christian Perrin, regardez la situation dans laquelle on se trouve. Vous avez vu, par exemple, au Congo, on a voulu changer la constitution pour faire évoluer les institutions. Je peux vous poser la question. Est-ce que les institutions ont évolué? Je dis non. Est-ce qu'elles ont évolué? Je dis non. La preuve, une structure comme le Conseil national de dialogue qui a été prévu dans la Constitution, selon l'article 228 de cette Constitution, il n'a jamais été formellement mis en place. C'est le secrétaire permanent qui a été nommé. Maintenant, quand vous prenez la situation du Tchad, et nous faisons bien de nous y pencher, quand vous voyez le Tchad dans lequel il y a plusieurs visions, il y a la vision des rebelles qui estiment qu'on ne peut pas avancer avec le pouvoir du début, je crois que c'était leur raisonnement, si on n'utilise pas la force. C'est bien ça la conception. Et il y a les acteurs politiques qui sont à l'intérieur, certains acteurs politiques qui sont à l'intérieur, qui eux plaident pour la tenue d'un dialogue afin de régler les problèmes du pays. Moi, je dis de façon modeste, monsieur, que voulons-nous pour le Congo? Que voulons-nous? Vous savez bien que le Congo traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle. Vous savez bien que les gouvernants actuels n'ont pas été en mesure d'apporter la moindre des solutions. Vous savez bien que dans leur incapacité d'apporter la moindre des solutions, ils ont rêvé et ils ont cru en la possibilité de la bonne intervention du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international est venu. Bientôt, ça fait 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans que cet accord est suspendu. Et vous avez suivi l'interview du président Denis Sassou Nguesso sur Télé-Sud. Lorsque lui-même, il a reconnu que même la demande d'aide d'urgence de 300 millions qu'il a introduite au mois de mars, jusqu'à présent, n'a pas eu de suite favorable. Nous avons de réels problèmes. Nous avons de réels problèmes. Les Congolais souffrent. Monsieur Christian Perrin, est-ce que vous savez que depuis le début de l'année, les retraités n'ont touché aucune pension? Ils vivent comment? Ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas touché de pension. Les étudiants n'ont pas touché de bourse. Les travailleurs de Louandjili, ils sont en train de tempester parce que ça fait 18 mois. Vous trouvez normal dans un pays qu'il y ait 18 mois? On s'efforce à payer une pension des Congolais, ce qui est très dangereux d'ailleurs parce que c'est un manque de respect de la Constitution. Et on va continuer comme ça. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est simple. Les Congolais ont des intelligences à l'intérieur, dans les différentes diasporas. Faites asseoir ces gens, ils vont trouver des solutions de sortie de crise. Il ne sert à rien parce que, et on va peut-être y venir tout à l'heure, ensemble, poursuivons la marche vers le développement. Ça veut dire quoi? Monsieur Christian Perrin, vous y croyez? Vous croyez au développement dans un pays où on n'est pas capable de lutter contre la corruption? Notre indice de corruption est de 19 sur 100 au plan mondial. Nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Nous sommes dans le top 10 des pays africains les plus corrompus. Et vous parlez de quel développement si nous ne sommes pas capables de lutter contre la corruption? Et on va faire comme ça pendant combien de temps? Mais les frères qui gagnent les élections tous les jours ont prouvé également leur incapacité à régler les problèmes des Congolais. Je suis mais voilà, monsieur Mirassa, raison pour laquelle. Oui, monsieur Mirassa, s'il vous plaît. Monsieur Mirassa, s'il vous plaît. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est pourquoi vous disiez. Non, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, et je le dis avec force, il faut que nous allions vers un dialogue national. Monsieur Christian Perrin, je ne suis pas de ceux qui parlent de langage des armes. Je ne les aime pas. Je ne suis pas un homme des armes. Je ne suis pas préparé à ça. Je suis un homme pour chercher un débat d'idées,
pour chercher une confrontation d'idées, pour que nous allions ensemble. Et je suis convaincu que s'il y a cette confrontation d'idées entre les Congolais, nous pouvons véritablement avancer. Il ne sert à Oui, rien monsieur Merassa, s'il vous plaît. Monsieur Merassa, il n'est pas question ici, probablement, il n'est pas question de prendre les armes. C'est parce que nous disons qu'il faut prendre des armes. Vous venez là de citer tout un tas de problèmes qui minent le Congo. Les retraités n'ont pas leur pension, les étudiants, vous avez cité tout un tas de problèmes, je répète, qui mine le Congo. Et depuis là, vous n'arrivez pas à pousser, sinon à obliger ce régime de s'asseoir sur une table avec vous pour en discuter. Et je suis aussi conscient d'une chose, que cela n'arrivera pas. Nous n'avons pas dit qu'il faut prendre des armes, mais il y a d'autres procédures qui existent, il y a d'autres armes politiques qui existent, par exemple l'insurrection populaire. C'est aussi républicain. C'est constitutionnel. C'est une arme politique. Pourquoi vous avez peur donc de parler de l'insurrection populaire, par exemple? C'est garanti par la loi, à ce que je sache. Pourquoi continuer avec des procédures où vous savez que ça n'aboutira à rien du tout? Je dois vous rappeler peut-être que, en s'entendant, monsieur Merassa, devrais-je vous rappeler qu'en s'entendant, alors qu'il était à l'opposition, Denis Sassou Nguesso, vous l'avez toujours rappelé d'ailleurs, c'est lui qui disait: quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et nous savons également qu'à un moment donné, il a même dit, si le gouvernement Lissouba ne respecte pas la Constitution, il va porter sa tenue. Quand un soldat dit qu'il va porter sa tenue, ça dit ce que ça dit. Pourquoi vous avez peur de parler de l'insurrection populaire, par exemple, qui est garantie par la loi? Il y a comme une peur, là. Non, monsieur Christian, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je dois vous dire que lorsque je parle aujourd'hui de la nécessité d'aller vers un dialogue, le fondement de mon argumentation est simple. Le président de la République se trouve dans une situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le président de la République qui vient de prêter le serment de respecter la Constitution et de faire respecter la Constitution. S'il respecte cet engagement, il doit suspendre le Parti congolais du travail jusqu'à ce que le Parti congolais du travail se mette en ordre de respect, de respecter la Constitution du pays. Vous voyez, je raisonne comme ça. Si le président ne le fait pas, à mon avis, il va se replonger dans notre situation. Maintenant, vous parlez d'insurrection. Dans ce pays, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des journées des 13, 14, 15 août. On a parlé de la conférence nationale. On a parlé d'un certain nombre de choses. Mais ça, c'est les Congolais qui doivent assumer leur destin. Quel est le rôle que tu penses que je peux jouer pour que les Congolais assument leur destin? Mais ce que je fais, je pose les problèmes des Congolais pour que cela puisse être résolu. Peut-être qu'il y en a d'autres, monsieur Christian Perrin. Le 29 janvier, avec mon frère et ami Paulin Makaya, nous avons lancé un appel au rassemblement des démocrates en tenant compte de ce que vous dites, notamment la déclaration du président Sassou. Mais nous avons été heureux que dans la lettre ouverte que nous avons envoyée à la CNI Paulin Makaya seul, nous avons eu des gens qui ont répondu à cet appel. Nous souhaitons que les appels, que les gens répondent plus nombreux, que nous nous retrouvons et que nous soyons dans une dynamique où nous parlons véritablement des problèmes du pays. Aujourd'hui, les Congolais savent. Je vais vous citer quelque chose et je vais vous dire, je vais vous citer un petit exemple. J'ai été à une assemblée générale qui s'est tenue dans les meilleures conditions, des retraités à la commune de Wenze. J'ai été à cette assemblée générale. Je n'ai pas pris de parole, mais nous sommes arrivés à une conclusion au cours de cette assemblée qui était d'élaborer un cahier de charges qui allait être présenté au gouvernement dans un délai précis. Et si ce délai n'était pas respecté, nous allions faire une marche pacifique du rond-point de Kulunda, pour ceux qui connaissent Brazzaville, jusqu'au rond-point de Mungali, et les retraités avaient annoncé qu'ils y viendraient avec leurs femmes et leurs enfants. Christian, lorsque j'ai suivi nos frères de la coordination des syndicats qui devaient aller rendre compte au gouvernement, j'ai été surpris d'entendre quelques membres de cette délégation dire nous sommes des syndicats, nous ne sommes pas des hommes politiques. Cette idée de marche, nous ne la défendons pas. Nous préférons nous remettre au gouvernement et nous faisons confiance au gouvernement pour résoudre nos problèmes. Depuis cette assemblée générale, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas eu d'autres et les problèmes des retraités ne sont pas résolus. Donc, à mon avis, il y a une prise comme tu le dis si bien, la Constitution prévoit un certain nombre de choses.
En fait, c'est pas Mirassa qui interdit aux retraités de faire une marche pour revendiquer leurs droits, puisque c'est autorisé. C'est pas Mirassa qui interdit aux étudiants de faire une marche pour revendiquer le paiement de leur bourse. Mais il y a tout un contexte, il y a une pause. Et nous pensons que dans ce contexte, même s'il y avait des démarches qui devaient être faites pour des marches autorisées ou pas, vous-même, vous avez vu que lors de la période électorale, quand nous avons écrit pour qu'on organise un meeting, on nous a dit que ce n'était pas possible et nous n'étions pas en règle. Mais le PCT qui a fait les meetings sur toute l'étendue du territoire n'était pas en règle et pourtant, il a eu la possibilité de le faire. C'est un monde c'est ce que nous vivons et c'est ce que nous suivons. Donc, l'idée, nous partagerons l'idée toujours de réclamer, d'exiger la tenue d'un dialogue national. Cela n'exclut nullement, M. Christian Perrin, la possibilité que les forces, que ce soit les forces syndicales, que ce soit les étudiants, que ce soit la société civile, revendiquent conformément aux dispositions de la Constitution, qu'il y ait une marche, qu'il y ait un sit-in, qu'il y ait un certain nombre d'autres choses. Ce n'est pas du tout interdit et je crois que les choses peuvent se mener de la même façon au même moment et nous continuerons. Moi, je ne suis pas défaitiste au point de dire on n'aura jamais ce dialogue. Moi, au contraire, je suis convaincu plus que jamais qu'il faut que nous allions à ce dialogue. Je vais revenir sur, évidemment, le discours de Denis Sassou Nguesso qui parlait de tolérance zéro. Tout à l'heure, vous avez fait état de la situation des retraités qui n'ont plus jamais perçu leur pension et dans le même temps, on apprend que de l'argent est détourné au niveau de la CNCS, donc la caisse des retraités. On entend d'ailleurs aussi quelque part à la direction des systèmes d'information la disparition de plus de 50 milliards. Et je suis sûr et certain que ces criminels, donc les criminels économiques, ces criminels courent les rues de Brazzaville sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Alors, comment vous interprétez cette attitude, cette posture de Denis Sassou Nguesso qui dit une chose dans ses discours, mais qui sur le terrain, c'est franchement tout le contraire. J'attends le gouvernement sur le terrain, sur la pratique. Parce qu'en la matière, nous avons cette histoire des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Un engagement a été pris en 2006, soi-disant que cet argent a été déposé dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Des audits un audit devait être fait chaque année et cet audit devait être rendu public. Jusqu'à présent, il n'y a rien, absolument rien qui est fait. Aucun audit n'a été fait. Et quand vous posez la question, puisqu'il s'agit aux Congolais de savoir qu'est-ce qui a été fait réellement de leur argent, il n'y a aucune réponse. Vous avez d'autres cas. Vous avez un député qui a déclaré qu'il y avait de l'argent qui avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 km en pleine assemblée. Et bien que la déclaration ait été faite en pleine assemblée, il n'y a pas eu de suite. Vous avez, au mois de mars, je crois, 2018, la direction générale de l'assurance du territoire qui a sorti un communiqué parlant des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture et aux 114 milliards qui avaient été alloués à l'agriculture. Jusqu'à présent, malgré le communiqué, on avait dit que les gens seraient présentés au parquet. Jusqu'à présent, personne ne l'a été. Et moi, je vais vous rappeler un certain nombre de choses. En 2009, dans son discours d'investiture, le président Sassou avait déclaré que le Congo n'était pas exempt de corruption, de concussion, etc. Et il avait précisé, et là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Nous avions pensé à l'issue de cette déclaration qu'au sortir de là, il y aurait des actions fortes qui seraient menées pour qu'on y aille. On a parlé de loi, on a fait ceci. L'Amir Nguela a été nommé dans une des structures de lutte contre la corruption. Il a déposé les dossiers. Il a même eu des confrontations avec le procureur de la République parce qu'il estimait que c'est au niveau de la justice que ça bloquait. En 2016, on est revenu sur ce problème d'impunité. En 2017, en 2018, ça a été plus clair. Même les menus frétins. Et on a dit que tout passera par la justice. Rien, absolument rien ne s'est fait. Aujourd'hui, vous faites bien d'évoquer la question. Vous faites bien d'évoquer ça. Pourquoi? Mais parce que c'est d'abord à travers les réseaux sociaux, et je tiens à féliciter les réseaux sociaux, que les Congolais ont appris quelque chose d'extrêmement ahurissant, qu'il y avait un système mafieux à la Caisse nationale de sécurité sociale.
où il y avait des Congolais qui, après avoir découvert ce système, avaient soi-disant réussi à obtenir que l'argent comptable baisse à un citoyen congolais par mois depuis 2016, 185 millions de francs CFA par mois. Calculez, voyez ce que ça fait. Et que notre Congolais, plus récemment, je crois depuis 2020, avait réussi à ce que le comptable de cette caisse nationale de sécurité sociale lui verse 200 millions de francs par mois. Et on a vu des phénomènes d'apparition de demi-dieux, des gens qui jetaient de l'argent dans les rues, des populations dans la pauvreté et la misère à courir pour ramasser, etc. Et on découvre que cet argent, en fait, il provenait des situations aussi mafieuses. Mais le président de la République, il vient de prêter serment. Il a dit que c'est la tolérance zéro. Mais les Congolais attendent la lumière sur ce qui s'est passé réellement à la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que si des individus extérieurs à la Caisse nationale de sécurité sociale pouvaient comme ça obtenir de l'argent comptable, le versement de 200 millions par mois ou 185 millions par mois, mais la question que je me pose, mais le directeur général en prenait combien? Est-ce qu'il y a des membres du gouvernement qui en prenaient? Est-ce qu'il y a des dignitaires du pouvoir qui en prenaient? Mais c'est un gros scandale. Est-ce que l'agent comptable peut se permettre de sortir une telle somme chaque mois sans que le directeur général en soit informé, sans que le conseil d'administration ne puisse être informé? Et quel est le commissaire aux comptes qui certifiait les comptes de cette structure? Donc, vous voyez bien qu'il y a un véritable... Et le président dit que c'est la tolérance zéro. Mais les Congolais disent quoi? Puisque c'est la tolérance zéro, avant d'évoquer les cas antérieurs, mais il y a ces cas immédiats. Les Congolais attendent. Lorsqu'il s'agit des opposants qui prennent une position, on court vers eux comme quoi il y a l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, etc. Mais là, il s'agit de véritables crimes. Faites le calcul, monsieur Christian Perrin. 185 millions par mois depuis 2007, ça fait combien? Les Congolais attendent, parce qu'il ne s'agit pas de déclarer que c'est maintenant la tolérance zéro et de rester mieux, mais il y a des cas pratiques, des cas concrets, et ces gens, ils doivent être traduits en justice. Et les Congolais doivent bien connaître les réseaux mafieux qui ont fondé tout cela. C'est pour dire ceci, Christian. Le système de gestion congolais se caractérise par quelque chose de fondamental. C'est le paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Vous avez beaucoup d'exemples. On nous a parlé d'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, mais nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2021 et vous avez suivi le discours de campagne où on se plaint de ce qu'aujourd'hui, les Congolais importent même les safou du Cameroun. Vous le savez bien. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle, je ne sais pas moi, les poulets, je ne sais quoi. Vous avez donc. Vous voulez parler de Ebembe Adoula et puis le Kwanga, surtout Kwanga. Et ça fait rire tout le monde maintenant. Je ne sais pas. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc les promesses ont été faites. Et dans le système de gestion congolais actuellement, nous nous pressons à prendre des engagements. Monsieur Mirassa, nous sommes là arrivés à la fin de notre émission. Probablement que vous avez une préoccupation dont vous avez voulu que l'on pose la question, mais que la question n'a pas été posée. Vous avez quelques secondes pour nous dire votre mot de la fin. J'aurais bien voulu qu'on revienne sur un aspect du discours d'investiture. Parce que lors de ces discours, on a reçu dans notre pays près de 19 chefs d'État étrangers et on a parlé du triomphe de la démocratie. Et moi, j'ai souhaité dire un mot là-dessus. Il ne faut pas oublier que cette élection a été en fait contestée comme celle de 2016. Donc, le Congo a un réel problème d'organisation d'une élection libre, démocratique et transparente. Ensuite, nous disons par rapport à ce que nous avons dit tantôt, que cette élection s'est passée dans l'irrespect des lois et règlements de la République et qu'il est bon que nous en tirons toutes les leçons. Maintenant, parlant du triomphe de la démocratie à cause de la venue d'un nombre important de chefs d'État, moi je dirais que c'est certainement l'image de ce que, au plan extérieur, nous nous battons pour présenter une certaine image du Congo qui, je pense, est bien différente de ce que nous connaissons au plan intérieur.
parce qu'au plan intérieur, les Congolais sont dans une situation extrêmement difficile. Mais je tenais quand même à vous dire qu'il y a eu 19 chefs d'État qui ont été accueillis dans notre pays. Mais j'attire l'attention des uns des autres que sur les 19 chefs d'État, il y avait 2 des pays représentés par ces chefs d'État, notamment la Namibie et le Ghana, qui sont classés au plan mondial parmi les démocraties imparfaites. Donc, qui, du point de vue de la démocratie, sont à un niveau extrêmement avancé par rapport à un certain nombre d'autres pays. Le niveau inférieur qui touche également 2 pays, c'est les pays à régime hybride. Il s'agit du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a 4 pays qui appartiennent, tous les 4. Ça veut dire que l'indice de démocratie du Sénégal et de la Côte d'Ivoire est compris entre 4 et 6. L'indice de démocratie du Ghana et de la Namibie est compris entre 6 et 8. Les autres, les démocraties parfaites, c'est des indices compris entre 8 et 10. Mais si vous avez déjà un indice entre 6 et 8, c'est déjà une très bonne chose. Par contre, les 15 autres pays sont ce que l'on appelle, du point de vue de l'indice de la démocratie, des pays à régime autoritaire, c'est-à-dire des dictatures. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Clément Mirassa d'avoir honoré nos internautes, nos téléspectateurs, pour avoir répondu à toutes nos questions. Quant à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, vous avez été de plus en plus aimables. Restez donc branchés sur votre canal d'information TLR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien.